Chers amis, les guerres politiques sont des guerres idéologiques et les guerres idéologiques sont des guerres conceptuelles et sémantiques. Les mots sont des armes, mais les mots sans concept sont des armes chargées à blanc. Les assises que nous organisons aujourd'hui visent à poser les fondations de l'arsenal dont la France et l'Europe ont besoin pour lancer l'offensive dans cette guerre politique qui nous est faite et que nous subissons depuis plusieurs décennies. Il s'agit d'armes de légitime défense, non létales, comme on dit dans le jargon administratif. J'insiste sur ce double point. Premièrement, la remigration n'est pas un concept agressif, c'est un concept de protection utile à tous. Deuxièmement, la remigration est une arme de paix, de concorde, qui, si elle n'est pas utilisée, laissera place à des situations que l'on pourrait qualifier à la libanaise. Et dans ce cas-là, ce seront d'autres armes, des vraies, qui auront le champ libre. En disant cela, je ne profère aucune menace. Je constate simplement que la guerre d'intensité modérée que nous subissons aujourd'hui pourra changer d'ampleur et de nature si d'aventure la remigration n'était pas transférée du domaine conceptuel au domaine pratique. Ne nous lassons pas de le répéter à l'avenir. Remigrer, c'est la paix pour chacun. L'immigration, c'est la guerre pour tous. Alors, une fois ceci posé, comment mettre en place cette remigration? D'abord en faisant en sorte qu'elle soit la plus naturelle possible. En d'autres termes, qu'elle vienne directement des migrants. On ne vient pas boire à une source tarie. Et pour atteindre ce but, il faut deux choses importantes. Un cadre législatif et une volonté politique. Le cadre législatif est la chose la plus aisée à obtenir dès lors qu'un gouvernement national serait mis en place. Où fixer le curseur? Jusqu'où aller? Quel mince filet d'eau doit-on laisser couler pour rester fidèle à ce qu'on appelle la tradition d'accueil de la France? La question ne relève pas de la morale, mais du pratique. Quel budget la France peut-elle encore consentir pour abriter les populations étrangères? De ce budget découle tout le reste, à commencer par le cadre législatif. Ce que des lois ont fait, d'autres le déferont. La loi n'est pas une morale. Elle est l'expression d'une volonté, celle du peuple, et pas simplement au sens de 1789 et d'une souveraineté théorique donnée en hocher aux masses, mais au sens d'une entité vivante, consacrée par l'histoire, une entité ethnique et culturelle. Mais cette volonté du peuple, encore faut-il qu'elle trouve un débouché politique, animé lui-même par une force de caractère à la hauteur des enjeux historiques. La volonté politique est donc une autre affaire que le législatif. Elle relève d'un plan supérieur. Cette volonté exigera de celui ou de celle qui gouvernera en 2017 de ne pas céder ni à l'Europe de Bruxelles, ni au lobby de gauche. Dans ce but, son meilleur bouclier sera le soutien populaire. En d'autres termes, et c'est là c'est un point très important, la question de la remigration devra être intégrée dans un programme afin de pouvoir en retirer toute légitimité d'action. Alors bien sûr, être inclus dans un programme ne garantit pas la mise en place du projet, mais au moins ça offre une double garantie. Tout d'abord, je viens de le dire, pour ceux qui nous gouvernons pourront à bon droit dire qu'ils ont été élus sur ce programme. Ensuite, afin de pouvoir, le cas échéant, rappeler à ceux qui pourraient vite préférer les ors du pouvoir, les bons cigares, les belles voitures, qui n'ont pas été élus pour devenir amnésiques et pour s'inscrire dans la grande tradition républicaine de la trahison et du mensonge. Je n'ai pas à vous rappeler ici l'ensemble des propositions faites par les identitaires pour rendre opérationnelle cette remigration. Disons seulement qu'elles sont quasi exhaustives et qu'elles embrassent presque tous les domaines. Cependant, j'aimerais insister sur le fait que ces mesures concernent aussi bien les migrants récents que ceux plus anciens qui ont été naturalisés. Il n'est plus possible d'accepter ces vagues de naturalisation massive. Et comme le dit Éric Zemmour, on pourrait facilement faire passer la population de France de 65 millions à 165 millions d'habitants. Il suffirait bien sûr de naturaliser 100 millions d'Africains. Les centaines de milliers de lecteurs d'Éric Zemmour l'ont bien compris. Les Français qui répondent majoritairement du côté de la conscience ethnique à toutes les questions vertus du sondage aussi. Mouvement d'instinct et non de raison, mouvement engendré par les faits et non par les illusions, cette considération que la nationalité ne veut plus rien dire quand elle est accablée par un flot de naturalisation et d'une puissance inouïe qu'aucune démonstration du système ne peut mettre à bas. Et c'est l'excellente réponse d'Éric Zemmour lorsqu'il rétorque à ceux
qui lui opposent les statistiques, mais regardez dans la rue, dans nos écoles, là est la réalité. Alors oui, en France, la France comme l'Europe, ce ne sont pas des statistiques, ce ne sont pas des êtres interchangeables. Celui qui ne croit pas à la personnalité des nations ne croit pas davantage à la personnalité des êtres. Celui qui ne croit pas aux frontières ne croit qu'à un individu interchangeable, réduit à sa seule dimension consumériste. Un individu si universellement humain qu'on ne sait plus s'il est une définition théorique ou un code barre. Et dans ce contexte, la remigration n'est pas qu'une mesure politique. C'est également un fait à envisager dans une perspective écologique. Et je lis sans plaisanter. Au demeurant, que croient les Verts? Que les candidats à l'exode d'Asie et d'Afrique rêvent de décroissance? Sont avides de manger bio? Imagine-t-il que l'agriculture raisonnée, qu'ils défendent à juste titre, permettra de nourrir 20, 30, 50, 100 millions de nouveaux Européens? Les barrages qu'ils refusent, les fermes de 1000 vaches qu'ils combattent, relèvent des mêmes causes que le tsunami migratoire qui s'abat sur nous. À moins qu'il imagine possible de peupler nos vallées du Jura, d'Hauts-de-Provence, d'Auvergne, de paysans bambara, peuls ou mandingues, portant le béret et fabriquant, comme le chantait Jean Ferrat, la tome de chèvre. Non, la remigration ne doit pas être pensée comme l'inversion de l'immigration. Il ne s'agit pas d'une pensée antagoniste, mais d'une pensée écologiquement holiste. Alors, ayant posé ce cadre, étant quasiment certain de ne pas être compris par les grands médias, simplificateur par nature et caricaturiste par hostilité idéologique, j'aimerais quand même préciser en quoi la remigration possible est nécessaire. Non pas à nos propres yeux, mais telle qu'elle devrait apparaître devant l'opinion publique. La remigration est nécessaire parce qu'elle est écologique, je l'ai dit. La remigration est nécessaire parce qu'elle est gage de paix, nous l'avons aussi souligné. Nous pourrions aussi ajouter qu'elle permettrait d'alléger nos dépenses budgétaires. Mais au fond, toutes ces raisons excellentes ne sont pas suffisantes en elles-mêmes. La raison suffisante et impérative est celle-ci. La remigration est nécessaire à la préservation de 40 000 ans d'identité européenne. La remigration est nécessaire pour l'avenir des enfants européens. La remigration ne relève ni de la morale, ni de l'économie. C'est un acte de vie, un acte identitaire, intrinsèquement politique pour les peuples européens. Et cette remigration qui me paraît scandaleuse pour les adorateurs des droits de l'homme, lorsqu'elle nous concerne, nous, Européens, tendra à devenir, durant ce siècle, quelque chose d'universel. Les populations d'Afrique du Nord sont déjà soumises à la pression des masses africaines. Il est douteux que ces gouvernements agissent avec les mêmes scrupules humanitaires que les Européens. Et à ce moment-là, je pense que le moment peut-être approche, les populations issues de ces pays qui vivent chez nous pourront peut-être mieux comprendre que nous agissions comme leur pays d'origine. Le XIXe siècle a vu l'Europe conquérir le monde. Puis celui-ci conquis, le XXe siècle a été celui des grandes guerres civiles entre conquérants. Le siècle qui s'ouvre doit être celui de la reconquête de l'Europe par l'Europe. La remigration en est une condition importante. Il y en a d'autres, bien sûr, que je ne vais pas développer aujourd'hui, notamment le retour d'une vitalité démographique proprement européenne. Cette remigration, qui doit être, nous en sommes aujourd'hui les développeurs, les porteurs, les diffuseurs. Nous n'en revendiquons pas l'exclusivité, bien au contraire. Ce que nous voulons, c'est que ce terme fasse son apparition à tous les étages de la sphère publique. Le terme de remigration doit être repris dans le discours politique, inoculé dans la réflexion sociale, écologique, économique. Ce terme doit être musclé de faits, irrigué de sens. Il doit devenir central et prendre la première place tout en haut des solutions au malheur du temps. La remigration n'est pas une utopie, c'est une potentialité pour la France et pour l'Europe. Faisons en sorte que cette potentialité marque une frontière claire entre ceux pour qui doit perdurer notre pays, notre continent, notre civilisation, et ceux qui comptent y parvenir en nous vendant encore l'assimilation et l'intégration. Car pour moi, cette intégration n'est pas possible. L'affirmer n'est pas une hypothèse, ni une prédiction. Il s'agit d'un constat, étayé par des milliers de faits, anecdotiques ou majeurs, enregistrés non pas depuis 1 an ou 2 ans, mais depuis plus de 30 ans.
Lorsque le premier prénom donné en Seine-Saint-Denis est Mohamed, où est l'intégration? Lorsque les cités entières sont peuplées de noms européens, lorsque des wagons complets transportent uniquement des Africains, où est l'intégration? Lorsque dans certains quartiers, on se croyait plus à Barbès, enfin, on se croyait plutôt à Alger ou à Bamako, quel constat faut-il faire? Ce constat, bien sûr, c'est celui du grand remplacement. Le grand remplacement est tout simplement le remplacement progressif sur un laps de temps très court, quelques décennies, de la population historique d'autres pays par des populations issues de l'immigration et bien sûr majoritairement extra-européennes. Le grand remplacement est un phénomène dont la croissance est continue et qui est quasiment abouti dans certaines zones du territoire français, où les Français de souche, justement, sont devenus minoritaires, ou ont même parfois totalement disparu, remplacés par des immigrés ou des Français administratifs issus de l'immigration. Le grand remplacement est tout sauf une théorie. C'est malheureusement une réalité criante et palpable pour de nombreux Français qui découvrent le grand remplacement dans leur immeuble, leur quartier, dans l'école de leurs enfants. Il n'y a que les journalistes du système pour comprendre ou pour expliquer que le grand remplacement est un fantasme. Mais ça ne nous empêche pas, dans le même temps, de nous vendre l'utopie du vivre ensemble, qu'il faudrait plutôt requalifier en subir ensemble. Oui, je parle du subir ensemble, car quelqu'un peut-il vraiment imaginer qu'il soit possible d'assimiler la dizaine de millions de musulmans, toujours plus radicaux, toujours plus revendicatifs sur le territoire? Quelqu'un peut-il vraiment s'imaginer qu'il soit possible de se réconcilier avec les supporters de l'équipe d'Algérie qui ont montré à plusieurs reprises quel était leur pays de cœur et de sang? Imagine-t-on qu'il soit possible d'assimiler ces individus qui brandissent le drapeau du djihad, crient Allah Akbar dans les manifestations à Paris et prient dans nos rues? Quelqu'un peut-il imaginer qu'on puisse se réconcilier avec ces jeunes qui se gavent de groupes de rap qui appellent niquer la France? Et je ne parle pas de tous ces individus partis faire le djihad en Syrie. Toutes les vidéos qui circulent sur Internet montrent des atrocités commises par ces musulmans qui pourraient un jour revenir en France. Et c'est avec eux qu'il faudrait se réconcilier? Ces gens qui sont en guerre contre notre pays, notre identité? Hors de question. Alors, loin des fantasmes de réconciliation ou d'assimilation massive, nous pensons que le seul moyen d'éviter le chaos qui découle des sociétés multiculturelles, c'est d'envisager de manière pacifique et concertée la remigration. Alors, nous avons proposé des mesures qui peuvent paraître aujourd'hui impossibles et radicales, mais je suis persuadé que les temps à venir les rendront possibles et nécessaires. Nous revendiquons simplement, pour les Français, le droit fondamental dont disposent tous les autres peuples, celui de vivre en paix, chez eux, selon leur identité, avec les gens qui leur ressemblent. Pour conclure, je dirais que le grand remplacement, c'est un constat. La remigration, c'est l'antidote. Séparer le constat de l'antidote, imaginez qu'il puisse exister un autre contrepoison, serait s'illusionner ou mentir à nos compatriotes. Avoir le choix est un luxe de riches. Or, en termes de grande politique, les Français et les Européens sont aujourd'hui des pauvres. À force d'avoir laissé se créer des situations complexes, le choix des possibles s'est restreint aujourd'hui. Mais loin d'être un facteur de désespoir, le caractère éminemment nouveau de ce que nous vivons doit être une source de réconfort et d'espoir. En effet, c'est précisément parce qu'il n'est rien arrivé de pareil dans le passé que précisément tout est possible, tout nous est possible. J'ai montré que la remigration était nécessaire. J'ai dit qu'elle était possible. Je peux aussi ajouter qu'elle est probable, parce que des quatre coins de l'Europe, des forces se réveillent, s'organisent, contre-attaquent, et face à elles ne se dressent que des idéologies épuisées. Face à ceux qui disent que tout est foutu, nous disons que tout est en train de se faire. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est résister ou disparaître. Pour la France, pour l'Europe, pour notre civilisation, pour l'avenir de nos enfants, nous sommes décidés à rester debout et nous battre pour rester maîtres chez nous.